So the obvious next step would be to combine general relativity, the theory of the very large, with quantum theory, the theory of the very small. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu dois être fou. Regarder une vidéo de plus d'1 heure sur les trous noirs, c'est audacieux. Mais bon, pour être tout à fait transparent, cette vidéo est une compilation. En 1 an et demi, j'ai publié 5 vidéos sur le sujet et je voulais en faire une playlist. Je me suis cependant rendu compte que je redéfinissais trous noirs et d'autres notions à chaque fois, d'où cette version longue montée à partir de ces vidéos. Il y aura forcément quelques redites, mais comme disait mon prof de français, enseigner, c'est répéter. Mais l'objectif est de rassembler l'essentiel en limitant au maximum les redondances. Considère-la comme la compilation trous noirs de la chaîne. Donc dans cette compilation, je vais parler des singularités, de la taille des trous noirs, de l'entropie des trous noirs, du rayonnement de Hawking, et enfin des ondes gravitationnelles. L'ordre des vidéos a une importance, et évidemment dans chaque extrait il y a bien plus de sujets, mais tu verras. Et si t'es pas intéressé par tout, tu as toujours le timecode pour sauter d'un sujet à un autre qui est dans la description de la vidéo, ou directement dans la barre. Et petit avertissement, mon look change d'un extrait à l'autre. J'espère que ça ne te perturbera pas. Bonne exploration. Imaginez un endroit où les lois de la physique cessent de fonctionner. Où l'espace et le temps, si bien définis dans notre quotidien, se décomposent en un chaos indescriptible. Un lieu où les équations d'Einstein, qui décrivent si bien la gravité et l'univers dans son ensemble, s'effondrent dans une absurdité mathématique. Cet endroit n'est pas une simple abstraction, il existe en théorie, et peut-être même dans l'univers qui nous entoure. Cet endroit, c'est une singularité gravitationnelle. Est-ce une faille dans notre compréhension du monde ou une véritable réalité physique ? Le terme singularité vient des mathématiques. Dans ce contexte, une singularité désigne un point où une fonction devient infinie, ou cesse d'être définie. Pour comprendre à quoi ça correspond en physique, il faut d'abord comprendre la plus grande théorie d'Albert Einstein. Grossièrement, la relativité générale est une théorie qui explique comment la gravité fonctionne. Avant, on pensait que la gravité était une force qui attirait les objets, comme un aimant, une idée formulée par Isaac Newton. Mais Albert Einstein a découvert que ce n'est pas tout à fait vrai. Pour comprendre la vision d'Einstein, imaginez un drap. Ou plutôt un trampoline pour une fois. Si vous posez une bille dessus, rien ne se passe. Par contre, si vous mettez un gros ballon, le trampoline se courbe et crée une sorte de creux. Maintenant, si vous faites rouler une petite bille, elle va tourner autour de ce creux, comme la Terre tourne autour du Soleil. Dans l'espace, c'est pareil. Les objets très massifs comme le Soleil déforment l'espace autour d'eux, et c'est cette déformation qui fait bouger les planètes. Si on veut pousser un peu plus la théorie, la relativité générale dit que l'espace et le temps forment une seule structure. L'espace-temps. Un objet massif, comme une planète ou une étoile, courbe cet espace-temps, et cette courbure dicte la trajectoire des objets. On a pris le trampoline pour symboliser l'espace-temps, mais imaginez en réalité quelque chose à 3 dimensions d'espace, et non pas 2 dimensions. D'ailleurs, il y a une 4e dimension, qui n'est pas une dimension d'espace, mais le temps lui-même en relativité générale. Avec cette théorie, le temps est une dimension. Mais bon, s'il faut avoir 3 idées clés en tête pour la relativité générale, retenez les idées suivantes. Premièrement, il y a le principe d'équivalence, qui dit qu'on ne peut pas distinguer une accélération d'une force gravitationnelle. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais prenons un exemple simple. Dans un ascenseur qui accélère, on ressent une force semblable à la gravité. Deuxièmement, comme on l'a vu avec le trampoline, plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps autour de lui. Cette idée est centrale quand on va parler des singularités. Et troisièmement, un corps suit ce qu'on appelle une géodésique, c'est-à-dire le chemin le plus droit possible dans cet espace courbé. Par exemple, la lumière passant près d'un astre massif est déviée, car elle suit une géodésique courbée. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Voilà pour les 3 principes fondamentaux. Si on doit synthétiser toutes ces informations, on dirait que les équations de la relativité générale, appelées équations d'Einstein, relient la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers à la courbure de l'espace-temps. Bon, le but était de donner une définition compréhensible par un niveau collège-lycée. Mais si on monte dans le supérieur, il faudrait dire que les équations d'Einstein décrivent comment la matière influence la géométrie de l'espace-temps à travers des tenseurs. Mais bon, pour parler de la géométrie différentielle et des tenseurs, il faudrait sortir de la vulgarisation scientifique. Donc on va rester avec nos définitions pour le moment. En physique, une singularité est un point où certaines grandeurs physiques comme la densité ou la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. En relativité générale, une singularité gravitationnelle est une région où les équations d'Einstein prédisent une courbure infinie de l'espace-temps. Et même si les mathématiques savent relativement bien gérer le concept d'infini, il faut savoir que les physiciens en ont horreur. L'infini est une zone d'ombre qu'on ne sait pas décrire. Donc en d'autres termes, une singularité gravitationnelle est un point où notre description de la gravité cesse d'être valide. Bon, pour tout dire, Albert Einstein n'a pas directement découvert les singularités gravitationnelles.
Mais ces travaux ont ouvert la voie à leur compréhension. Peu après qu'Einstein ait publié la théorie de la relativité générale, c'est en 1916 que l'astronome et physicien allemand Karl Schwarzschild trouva une solution exacte aux équations d'Einstein. Juste pour information, quand on parle de solution en physique théorique, on parle d'une fonction ou un ensemble d'équations qui satisfait rigoureusement une équation différentielle donnée. En fait, dans ce contexte, une solution est une description mathématique précise d'un type d'espace-temps possible selon la relativité générale. Et la solution de Schwarzschild décrivait un objet extrêmement dense, où la gravité devenait si intense que rien, pas même la lumière, ne pouvait s'en échapper une fois franchi une certaine limite, aujourd'hui connue sous le nom d'horizon des événements. Cependant, à cette époque, cette solution était perçue comme une curiosité mathématique, et non comme une description physique d'objets réels. D'ailleurs, ces objets, vous les connaissez, ce sont les trous noirs. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques restèrent sceptiques quant à la réalité des singularités. Beaucoup pensaient que des processus physiques empêcheraient leur formation dans l'univers. C'était qu'à partir des années 1960 que les travaux du mathématicien Roger Penrose et du physicien Stephen Hawking changèrent cette perspective. Les travaux de Roger Penrose et Stephen Hawking ont révolutionné notre compréhension des singularités gravitationnelles, des trous noirs et de la cosmologie en général. Leurs recherches ont montré que ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités mathématiques, mais des réalités physiques inévitables dans le cadre de la relativité générale. Roger Penrose a prouvé avec son théorème de singularité que lorsqu'un effondrement gravitationnel atteint un certain stade, une singularité doit forcément apparaître. Pour ceux qui ne savent pas, l'effondrement gravitationnel est un phénomène astrophysique où un objet céleste comme une étoile s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Ça se produit lorsque les forces internes qui la soutiennent ne sont plus suffisantes pour s'opposer à cette attraction. Ce processus peut conduire à la formation d'objets extrêmement denses comme les naines blanches, les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'une étoile maintient son équilibre grâce à deux forces opposées. La pression thermique et de radiation, due aux réactions de fusion nucléaire dans son cœur, qui tend à la faire gonfler, et la gravité, qui tend à la faire s'effondrer sur elle-même. Ainsi, lorsque le combustible nucléaire est épuisé, généralement en fin de vie de l'étoile forcément, il n'y a plus de production d'énergie suffisante pour compenser l'attraction gravitationnelle. La gravité prend alors le dessus et l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. Et à partir de là, il y a principalement trois scénarios, sachant que le destin final d'une étoile dépend de sa masse initiale. Si l'étoile a une masse inférieure à environ 1,4 masse solaire, donc 1,4 fois la masse du Soleil, c'est une unité de référence en fait, alors il y a un effondrement en naine blanche. Pour des étoiles de masse relativement faible, comme le Soleil, l'effondrement est stoppé par la pression de dégénérescence des électrons. En fait, selon le principe d'exclusion de Pauli, une règle fondamentale de la mécanique quantique, qui est le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs, deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique dans un même espace. Quand la matière est fortement comprimée, comme dans le noyau d'une étoile mourante, les électrons sont forcés d'être très proches les uns des autres. Mais à un certain point, cette compression est limitée. Les électrons ne peuvent plus être comprimés davantage sans violer le principe d'exclusion de Pauli. Cette résistance à la compression crée une sorte de force qui contrebalance la gravité et empêche un effondrement total. Ainsi, la pression de dégénérescence des électrons équilibre la gravité et l'étoile devient une naine blanche, un astre dense mais stable. Par contre, si l'étoile est plus massive que 1,4 masse solaire, au passage c'est appelé la limite de Chandrasekhar, la pression des électrons ne suffit plus à contrer la gravité. L'effondrement continue jusqu'à ce que les électrons et les protons fusionnent en neutrons, formant une étoile à neutrons. La pression de dégénérescence des neutrons, cette fois-ci, empêche alors un effondrement total. Et enfin, si l'étoile est encore plus massive, au-delà d'environ 3 masses solaires, qui est la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, même la pression des neutrons ne peut plus stopper la contraction. L'étoile continue de s'effondrer indéfiniment, jusqu'à former une singularité, le point où la densité devient infinie. L'objet formé est donc appelé un trou noir, entouré comme on l'a vu d'un horizon des événements, au-delà duquel rien ne peut s'échapper. Il faut donc bien comprendre que l'effondrement gravitationnel joue un rôle central dans la formation des trous noirs. Lorsqu'une étoile supermassive explose en supernova, son cœur peut continuer à s'effondrer. Si aucune force ne peut stopper cet effondrement, il forme un trou noir stellaire. À plus grande échelle, des trous noirs supermassifs, millions à milliards de masses solaires, se forment probablement par des mécanismes similaires, mais à partir d'amas d'étoiles ou d'effondrements directs de nuages de gaz. Bon, on va s'arrêter là pour la notion d'effondrement gravitationnel. Je crois que vous avez compris. Cette longue explication était pour clarifier le fait que Roger Penrose a prouvé avec son théorème des singularités que lorsqu'un effondrement gravitationnel atteint un certain stade, une singularité doit forcément apparaître. Mais il n'a pas montré que ça. Penrose a démontré que les horizons des événements jouent un rôle clé en bloquant les singularités à l'intérieur du trou noir, ce qui empêche finalement leur observation directe. Enfin, il a introduit l'idée que dans un trou noir, toute lumière qui entre dans une région donnée ne peut plus s'échapper. D'ailleurs, théoriquement,
des régions denses de l'univers primordial auraient pu s'effondrer gravitationnellement pour former des trous noirs très anciens. C'est ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux. Donc voilà, quand on parle de trous noirs et de singularité, le nom de Roger Penrose est à garder en tête évidemment. Ses travaux posaient les bases mathématiques solides de la formation et de la structure des trous noirs. Pour cette découverte, Roger Penrose a reçu le prix Nobel de physique en 2020. Et sinon, l'autre scientifique que j'ai évoqué avec Penrose est nul autre que Stephen Hawking. Inspiré par les résultats de Penrose, Stephen Hawking appliqua ses idées à l'univers tout entier. Ses recherches, menées en grande partie dans les années 1960 et 1970, ont profondément modifié notre compréhension du Big Bang et des trous noirs. Hawking a démontré avec Penrose que l'univers lui-même devait avoir commencé par une singularité si l'on remonte le temps en appliquant les lois de la relativité générale. Ça signifie que le Big Bang n'est pas simplement un état extrêmement dense, mais un point où l'espace et le temps prennent naissance. L'univers lui-même a émergé d'un état ultra dense, suggérant un effondrement gravitationnel inversé. Hawking démontra que si l'on remonte le temps en suivant les lois de la relativité générale, on arrive à un état où la densité et la température deviennent infinies. C'est ce qu'on appelle la singularité initiale du Big Bang. Finalement, Hawking et Penrose ont prouvé qu'on ne peut pas éviter les singularités, montrant que la relativité générale conduit nécessairement à des situations où elle cesse d'être valide. Ils ont ouvert la voie à la gravité quantique, une future théorie qui devrait unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Bon, il existe déjà des théories sur la gravité quantique, mais elles sont loin d'être prouvées. Retenez donc que Penrose a démontré que les singularités des trous noirs sont inévitables, et Hawking a étendu ses idées au Big Bang. Ainsi, alors qu'au début du XXe siècle les singularités étaient vues comme des anomalies mathématiques étranges, elles sont aujourd'hui considérées comme des éléments incontournables de la relativité générale. Cependant, leur véritable nature reste encore un mystère. La relativité générale prédit leur existence, mais elle ne peut pas les décrire précisément, car elle cesse d'être valide aux échelles extrêmement petites, où les effets quantiques deviennent dominants. Encore une fois, une théorie de la gravité quantique, encore en développement, serait nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur des singularités. Bon, maintenant qu'on sait à peu près comment elles se forment, il faut savoir qu'il en existe différents types. Le premier type de singularité est celui de courbure. C'est le type le plus connu, où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Il faut assimiler qu'on distingue la singularité ponctuelle et celle en anneaux. Pour comprendre, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de trous noirs. Le premier type de trou noir, et le plus connu, c'est celui de Schwarzschild, qui est statique, donc il ne tourne pas, et il ne possède pas de charge électrique. Au final, le trou noir de Schwarzschild n'est caractérisé que par sa masse. Le deuxième type de trou noir est celui de Kerr, décrit par Roy Kerr en 1963. Il est une généralisation du trou noir de Schwarzschild qui tourne autour de son axe. Il est caractérisé par sa masse et son moment angulaire, donc sa vitesse de rotation. Contrairement à Schwarzschild, il possède une ergorégion, une zone où l'espace-temps lui-même est entraîné en rotation. Un trou noir de Kerr est donc en rotation et non chargé. Il y a aussi le trou noir de Reissner-Nordström qui est statique et chargé. Et enfin, le trou noir de Kerr-Newman qui est en rotation et qui est chargé. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans le cas du trou noir statique de Schwarzschild, la singularité est un point central où l'espace-temps s'effondre en une densité infinie. Tout ce qui traverse l'horizon des événements finit inévitablement en ce point. Par contre, si un trou noir tourne, on est avec la solution de Kerr, la singularité ne se réduit plus à un point, mais à un anneau. Théoriquement, cet anneau pourrait servir de passage vers un autre univers ou permettre des voyages temporels. Ces concepts restent évidemment spéculatifs, mais ils montrent que la structure des singularités est plus complexe qu'on ne le pense. En tout cas, c'est l'idée qui est au cœur des trous de verre. Bon, voilà pour le type le plus connu de singularité, celui de courbe. Mais il en existe d'autres. Il y a par exemple la singularité de coordonnées. Elle survient lorsqu'une métrique semble devenir infinie à cause du choix des coordonnées, mais n'indique pas un véritable problème physique. En fait, une singularité de coordonnées est une situation où une équation mathématique semble donner des valeurs infinies, mais ce n'est pas une vraie singularité physique. En réalité, ça vient d'un mauvais choix de coordonnées, et il est souvent possible de changer ces coordonnées pour voir que tout est bien défini. Sinon, il y a aussi la singularité nue. Une singularité qui n'est pas cachée par un horizon des événements. Elle serait visible depuis l'extérieur, ce qui remettrait en question la censure cosmique, l'hypothèse selon laquelle toutes les singularités doivent être cachées. C'est théoriquement possible, mais il n'y a aucun exemple observé à ce jour. Une autre singularité dont on avait parlé est celle du Big Bang. Une singularité initiale où l'univers est infiniment dense et chaud, marquant le début de l'expansion cosmique. Elle est forcément différente des singularités des trous noirs, car elle affecte l'ensemble de l'univers. Finalement, les singularités gravitationnelles sont plus qu'un simple problème mathématique. Elles représentent une frontière ultime pour la physique, une énigme qui défie nos modèles et nos intuitions. Sont-elles réelles ou simplement le signe que nos théories doivent évoluer? La physique du XXIe siècle cherche encore à répondre à ces questions. Peut-être qu'une nouvelle théorie unifiant gravité et mécanique quantique nous révélera un jour le véritable visage des singularités, ces zones où tout est possible ou impossible. Quelle taille peut faire un trou noir? Imagine un objet si dense, si compact qu'aucune lumière ne peut s'en échapper. Ce n'est pas un mythe de science-fiction, c'est un trou noir, une des entités les plus étranges et fascinantes de l'univers.
En surface, ça peut sembler simple, un trou noir c'est juste un endroit d'où rien ne revient. Mais si tu creuses un peu, tu tombes rapidement sur une question déroutante, quelle taille peut-il faire? Un trou noir peut-il être aussi petit qu'un atome, ou au contraire englober tout un système solaire? Existe-t-il une taille minimale ou maximale? Dans cette vidéo, on va parler de rayons de Schwarzschild, de singularité, de rayonnement de Hawking et un peu de gravité quantique. Et avant de commencer à parler de la taille d'un trou noir, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un trou noir. Le mot évoque un puits sans fond, un vide total. C'est l'idée principale, et qui n'est pas fausse, répandue par la science-fiction. Maintenant, les trous noirs sont quelque chose de bien établi en SF et qui réussissent toujours à faire leur petit effet. Quand on regarde les deux grands films de SF cet été, Superman et les 4 Fantastiques, dans les deux longs métrages, on trouve un trou noir qui offre des plans ultra stylés. Mais bon, si cette idée de puits sans fond n'est pas totalement fausse, en physique c'est bien plus précis que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus étrange. Donc, c'est quoi? Un trou noir, c'est une région de l'espace d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ce n'est pas un objet solide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui a une surface comme une planète ou une étoile. Non, c'est un piège gravitationnel parfait. Un endroit où la courbure de l'espace-temps est si intense que tout ce qui entre, matière, rayonnement, même d'une certaine manière le temps, est condamné à aller vers un centre qu'on appelle la singularité. Il existe une frontière de non-retour, bien avant la singularité, qui s'appelle l'horizon des événements. Une fois franchi, aucun signal ne peut ressortir. C'est comme une ligne invisible qui délimite ce qu'on ne pourra plus jamais observer. Pour comprendre comment un trou noir se forme, imagine une étoile plusieurs fois plus massive que le Soleil. D'ailleurs, la masse du Soleil est une unité en astrophysique, on parle de masse solaire. Par exemple, une étoile qui fait 4,5 fois la masse du Soleil, on dira qu'elle fait 4,5 masses solaires. Bon, en tout cas, quand elle a épuisé son carburant nucléaire, cette étoile, elle ne peut plus contrebalancer sa propre gravité. Elle s'effondre alors sur elle-même. Si sa masse est suffisante, aucun mécanisme connu ne peut arrêter cet effondrement. Elle devient un trou noir. La gravité y est si intense qu'elle ne déforme pas seulement la trajectoire des objets, elle déforme l'espace et le temps eux-mêmes. Près d'un trou noir, le temps ralentit, et à l'intérieur, les lois de la physique telles qu'on les connaît cessent d'exister. Voici maintenant un concept fondamental, le rayon de Schwarzschild. C'est le rayon de l'horizon des événements. Il dépend uniquement de la masse du trou noir, du moins dans le cas le plus simple, sans charge électrique ni rotation. Ici, on est donc avec des trous noirs qu'on appelle de Schwarzschild. Et la formule est la suivante. On a RS qui est égal à 2 multiplié par grand G multiplié par M, le tout sur C au carré. Avec RS qui est évidemment le rayon de Schwarzschild, le grand G qui est la constante gravitationnelle, grand M qui est la masse du trou noir, et C, la célérité, c'est évidemment la vitesse de la lumière. Concrètement, si tu compresses la Terre jusqu'à ce qu'elle tienne dans une sphère de moins de 9 mm de rayon, tu obtiens un trou noir. Pour le Soleil par exemple, lui c'est d'environ 3 km. Donc ce n'est pas la masse qui est étrange ici, c'est sa densité. Un trou noir n'a donc pas une taille matérielle, mais une taille géométrique. C'est la région à partir de laquelle aucune information ne peut s'échapper. Ce n'est pas une boule, c'est simplement une région. Et ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que plus un trou noir est massif, plus son rayon de Schwarzschild est grand. Mais attention, la relation est linéaire pour la masse, mais cubique pour le volume, car un trou noir, géométriquement parlant, est une sphère. Bon, résultat, plus un trou noir est gros, moins il est dense. Un trou noir supermassif au centre d'une galaxie peut avoir une densité moyenne inférieure à celle de l'eau par exemple. Ça semble absurde, mais c'est logique quand tu réalises que l'intérieur, enfin intérieur grand guillemets, du trou noir n'est pas vraiment composé de matière comme on l'imagine en fait. Alors, quand on parle de trous noirs, ce qu'on a le plus souvent observé jusqu'à présent, ce sont les trous noirs de masse stellaire, communément appelés les trous noirs stellaires. Ce sont les premiers qu'on a imaginés théoriquement et les premiers qu'on a pu détecter indirectement. Leur origine est claire, leur taille est relativement modeste, mais leur densité et leur gravité sont déjà vertigineuses. Un trou noir stellaire naît de la mort d'une étoile massive. Si une étoile pèse plus de 20 fois la masse du Soleil, elle est condamnée à finir sa vie dans une explosion appelée supernova. Le cœur de l'étoile, incapable de résister à sa propre gravité, s'effondre en une sphère extrêmement dense. Si la masse restante dépasse environ 2,5 masses solaires, rien ne peut stopper l'effondrement, pas même les forces nucléaires qui soutiennent une étoile à neutrons. Le cœur devient alors un trou noir. Par rapport au sujet de la vidéo, il est légitime de se demander quelle taille fait un trou noir stellaire en général. Pour te donner une idée concrète, un trou noir de 5 masses solaires a un rayon de Schwarzschild d'environ 15 km. Un trou noir de 10 masses solaires, 30 km. Un trou noir de 30 masses solaires, 90 km. Donc oui, on a un objet qui est beaucoup plus massif que notre Soleil, qui est compressé dans un volume plus petit qu'une ville. Mais ce n'est pas leur taille qui impressionne le plus, c'est leur champ gravitationnel. À quelques kilomètres de distance, il est assez puissant pour t'écraser comme une feuille de papier. Mais bon, tout ça est très impressionnant, mais comment détecter un trou noir stellaire ?
Pour observer quelque chose, il faut recevoir de la lumière. Or, comme tu le sais, un trou noir ne brille pas. Pour l'observer, il faut ruser, et il y a 3 méthodes principales. La principale, c'est par accrétion. Quand un trou noir aspire de la matière d'une étoile voisine, l'étoile forme un disque d'accrétion qui chauffe à des millions de degrés et émet des rayons X. C'est ainsi qu'on a détecté les premiers trous noirs dans notre galaxie. Ensuite, il y a la méthode par les ondes gravitationnelles. En 2015, la collaboration LIGO détecte des ondes gravitationnelles issues de la fusion de 2 trous noirs stellaires. Une véritable révolution. Grâce à ce phénomène, on peut estimer leur masse, leur distance, leur trajectoire, sans jamais les voir tout simplement. Et enfin, la méthode la plus basique est de les détecter grâce à leur influence gravitationnelle. Certains trous noirs trahissent leur présence par leur effet sur les objets autour. Par exemple, une étoile qui semble orbiter dans le vide, alors qu'en réalité elle tourne autour d'un trou noir invisible. Retenez que les trous noirs stellaires sont les plus fréquents, les plus accessibles à l'observation, et pourtant ils soulèvent encore des mystères. Ils font quelques kilomètres de large, pèsent plusieurs soleils, et concentrent dans ce volume minuscule une gravité démentielle. Mais aussi fascinant soit-il, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Certains trous noirs sont des millions ou milliards de fois plus massifs, et peuvent faire la taille d'un système solaire. Si les trous noirs stellaires sont déjà des monstres, les trous noirs supermassifs sont d'un tout autre ordre. Ils ne se contentent pas d'être plus lourds, ils redéfinissent complètement notre idée de taille et de puissance gravitationnelle. Certains d'entre eux contiennent plus de 10 milliards de fois la masse du Soleil. Et pourtant, on les trouve au cœur de presque toutes les galaxies connues, y compris la nôtre. Alors, on appelle supermassif tout trou noir dont la masse dépasse 1 million de fois celle du Soleil. Ces objets sont si énormes qu'ils peuvent avoir un rayon de Schwarzschild équivalent à l'orbite de Mercure, voire plus loin. Prenons quelques exemples pour visualiser. Un trou noir de 1 million de masse solaire a un rayon d'environ 3 millions de kilomètres. Un trou noir de 1 milliard de masse solaire atteint un rayon de plus de 3 milliards de kilomètres, soit 20 fois la distance Terre-Soleil. Le plus gros trou noir supermassif jamais détecté à ce jour, TON, ou plutôt TON 618, fait 66 milliards de masse solaire pour un rayon d'environ 190 milliards de kilomètres, de quoi largement englober le système solaire. Ce qui est monumental, colossal, gargantuesque, je ne sais même pas quel qualificatif donner en fait. Bon, en tout cas, les trous noirs supermassifs ne sont pas des exceptions. Chaque grande galaxie semble abriter un trou noir supermassif central. Par exemple, au centre de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière, se trouve Sagittarius A étoile, ou plutôt Sagittarius si on veut un bon latin, et lui c'est un trou noir de 4 millions de masse solaire. Il a un diamètre d'environ 24 millions de kilomètres. Et comment sait-on qu'il est là? Grâce à l'observation des mouvements d'étoiles qui tournent autour d'un point invisible à des vitesses délirantes. C'est la preuve d'un objet massif, compact et noir. Et pour l'anecdote, en 2019, le Event Horizon Telescope publie la toute première image d'un trou noir, M87 étoile. Il se situe au centre de la galaxie elliptique Messier 87. Ce monstre fait 6,5 milliards de masse solaire. Son diamètre dépasse les 40 milliards de kilomètres. Lui aussi est plus grand que le système solaire qui fait entre 15 et 20 milliards de kilomètres. L'image, qui je le rappelle est donc la toute première, montre l'ombre du trou noir projeté sur le disque de matière en rotation, confirmant les prédictions de la relativité générale un siècle après leur formulation. Bon, voilà pour les trous noirs supermassifs. Et si vous vous demandez comment deviennent-ils si gros, eh bien cela reste un mystère. Non, en réalité, il y a quand même 2 principales hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il y aurait une accrétion lente et régulière. En gros, avec le temps, un trou noir grossit en dévorant du gaz, des étoiles, d'autres trous noirs. C'est un processus lent mais cumulatif. Une galaxie active peut nourrir son trou noir central comme un feu qui ne s'éteint jamais tout simplement. Et l'autre hypothèse qui se rapproche de la première un peu quand même, c'est la fusion entre les galaxies. Quand 2 galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux peuvent finir par s'unir. Ça crée un trou noir plus massif. Ce processus expliquerait pourquoi les plus grosses galaxies ont aussi les trous noirs les plus lourds. Mais une question reste ouverte, et c'est là qu'il y a un problème avec ces 2 hypothèses. Comment certains trous noirs supermassifs existaient déjà moins d'1 milliard d'années après le Big Bang? Leur croissance rapide défie les modèles classiques en fait. Et par rapport au sujet principal de la vidéo, donc jusqu'à quelle taille peut faire un trou noir supermassif? Eh bien théoriquement, aucune limite stricte n'existe à la taille d'un trou noir supermassif. Tant qu'il reçoit de la matière, il peut croître. Ça dit, il y a des limites pratiques qui apparaissent, comme le fait que les fusions entre galaxies sont rares à très grande échelle, ou le fait que la densité moyenne diminue avec la masse, ce qui rend les gros trous noirs plus doux sur leur environnement immédiat en fait. Ainsi, les trous noirs supermassifs sont des monstres tranquilles, mais influents. Et entre les petits trous noirs de quelques masses solaires et ces géants galactiques, il manque une pièce du puzzle. Existe-t-il des trous noirs intermédiaires, des masses moyennes, ni trop petites, ni trop gigantesques? En
Entre les trous noirs stellaires, donc de seulement quelques masses solaires, et les supermassifs, donc des millions à des milliards de masses solaires, il semble logique qu'il existe une catégorie intermédiaire. Pourtant, pendant des décennies, on n'en trouvait aucun. C'est ce qu'on a appelé le chaînon manquant de la cosmologie. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Alors, le concept de trou noir intermédiaire recouvre une fourchette de masse située entre 100 et 100 000 masses solaires. Ils sont importants quand même pour plusieurs raisons. Premièrement, ils pourraient être les briques de base qui, en fusionnant, donnent naissance aux supermassifs. Deuxièmement, ils combleraient le vide entre les trous noirs issus d'étoiles et ceux qui règnent au centre des galaxies. C'est le truc qu'on a dit dès le départ. Troisièmement, leur existence permettrait de mieux comprendre les étapes de croissance des galaxies, des amas globulaires et même de l'univers primitif. Mais jusqu'à récemment, ils échappaient à toute détection directe. En fait, le problème des trous noirs intermédiaires, c'est qu'ils ne sont ni assez petits pour produire des effets visibles dans un système stellaire proche, ni assez gros pour trahir leur présence au cœur des galaxies. Et surtout, ils n'émettent pas de rayonnement propre, ils n'ont pas nécessairement de disque d'accrétion lumineux non plus, et ils se cacheraient souvent dans des régions pauvres en gaz, comme les amas globulaires, donc peu de matière à manger, donc peu de rayonnement observable. En résumé, ils sont discrets, massifs et en plus silencieux. Mais malgré leur discrétion, on a commencé à accumuler des preuves indirectes, et même quelques signaux convaincants. Certains signaux d'ondes gravitationnelles détectés par LIGO ou Virgo impliquent des trous noirs dont la masse combinée dépasse les 100 masses solaires. Par exemple, en 2019, l'événement GW 190521 a révélé la fusion de deux trous noirs formant un objet final de 142 masses solaires. C'est la toute première preuve directe d'un trou noir intermédiaire. Donc au final, les preuves n'étaient pas si indirectes que ça. Concernant leur formation, là encore, plusieurs scénarios différents sont proposés. Il y a le fait que des trous noirs stellaires pourraient fusionner, petit à petit dans des environnements denses comme les amas globulaires. Ou soit, dans certaines conditions extrêmes, des nuages de gaz massifs pourraient s'effondrer directement en trous noirs intermédiaires sans passer par l'étape étoile. Et il y a aussi l'hypothèse que certains trous noirs seraient des reliques du Big Bang. Certains modèles proposent que les premiers trous noirs de l'univers pourraient s'être formés avec des masses intermédiaires dès le départ. Donc voilà, les trous noirs intermédiaires ont longtemps été absents de nos catalogues. Ils commencent à émerger. Leur taille, entre quelques centaines et dizaines de milliers de kilomètres, en fait des objets massifs, mais plus discrets que leurs cousins géants. Ils pourraient jouer un rôle clé dans la formation des galaxies, des supermassifs, et peut-être même de la structure de l'univers primitif. Mais il existe encore une autre classe, encore plus insaisissable, encore plus spéculative, les trous noirs primordiaux, qui pourraient être aussi petits qu'un proton, et d'ailleurs vieux comme le temps lui-même. Jusqu'à maintenant, on a parlé de trous noirs classiques, formés par l'effondrement d'étoiles ou la croissance galactique. Mais certains modèles vont beaucoup plus loin. Et s'il existait des trous noirs nés au tout début de l'univers, des objets plus petits qu'un atome, mais d'une densité si extrême qu'ils déforment l'espace-temps depuis 13,8 milliards d'années. Contrairement aux trous noirs stellaires ou supermassifs, les trous noirs primordiaux n'auraient pas été formés par l'effondrement d'étoiles, mais par les fluctuations extrêmes de densité dans l'univers très jeune, une fraction de seconde après le Big Bang. Imagine, juste après l'expansion initiale, certaines régions de l'univers étaient légèrement plus denses que d'autres. Si une fluctuation dépassait un seuil critique, sa propre gravité aurait pu l'amener à s'effondrer sur elle-même immédiatement, formant un trou noir minuscule. Ce processus aurait pu créer une vaste gamme de masses allant de moins d'1 gramme à plusieurs milliers de masses solaires. Comme on l'a vu, leur taille dépend directement de leur masse. Pour te donner une idée, un trou noir d'environ 10 puissance 15 kg, ce qui à la louche pourrait correspondre à la masse du mont Everest, aurait un rayon de Schwarzschild de 10 puissance moins 12 cm, soit 1 milliardième de milliardième de mètre. Un trou noir de la masse d'une voiture aurait une taille bien inférieure à celle d'un proton. Ce sont des objets infiniment compacts, extrêmement petits, mais terriblement massifs à leur échelle. La question qu'il est donc légitime de se poser est, sont-ils encore là aujourd'hui ? Si vous posez cette question, c'est que vous aviez un rayonnement en tête. Et bien c'est là qu'il intervient, c'est le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a proposé que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. À cause des effets quantiques près de l'horizon des événements, ils émettraient lentement des particules et perdraient de la masse et finiraient par s'évaporer. Ce rayonnement, qui n'est pas encore prouvé, est inversement proportionnel à la masse. Donc plus le trou noir est petit, plus il émettrait d'énergie, et plus il s'évaporerait vite. Donc un trou noir de moins de 10 puissance 11 kg par exemple, qui serait environ la masse d'un astéroïde, se serait entièrement évaporé depuis le Big Bang. Mais s'ils étaient un peu plus lourds, ils pourraient peut-être, ces trous noirs primordiaux, encore exister aujourd'hui, discrets, indétectables, ou presque. Pas facile de détecter un objet invisible, silencieux et minuscule, mais plusieurs méthodes sont explorées. Un trou noir primordial qui passe entre une étoile et nous peut légèrement déformer sa lumière. Ces micro-lentilles gravitationnelles, en gros la lumière qui aurait une trajectoire déformée, pourraient trahir leur présence.
Ensuite, si un petit trou noir primordial est en train de s'évaporer maintenant, il pourrait émettre un flash de rayonnement gamma. Certains satellites scrutent le ciel à la recherche de ces explosions brèves. Enfin, les fusions entre petits trous noirs produisent des signaux caractéristiques. Si ces signaux deviennent fréquents, cela pourrait soutenir l'existence d'une population invisible de trous noirs primordiaux. Il existerait d'autres trous noirs encore plus hypothétiques quand on part sur le terrain de dimensions supplémentaires, mais pour le moment, on va rester avec ça dans la vidéo. Les trous noirs primordiaux suffisent à étendre notre imagination aux limites de la science. Leur existence n'est pas prouvée, mais les recherches se multiplient. S'ils existent, ils pourraient résoudre plusieurs énigmes. Alors, les trous noirs nous forcent à pousser la physique dans ses retranchements. Avec eux, on touche à l'extrême, densité infinie, temps figé, espace courbé jusqu'à l'absurde. Mais alors, jusqu'où peut-on aller? Existe-t-il une taille minimale en dessous de laquelle un trou noir ne peut exister, ou une taille maximale au-delà de laquelle il devient autre chose qu'un simple objet d'astrophysique? Bon, avant tout, il y a un petit côté un peu nébuleux du fait qu'on ne sait pas réellement si les singularités sont des frontières ou juste des gros problèmes. Comme on l'a vu, au centre d'un trou noir, selon la relativité générale, se trouve une singularité, un point de densité infinie et de volume nul. En théorie, la courbure de l'espace-temps devient infinie. Problème, la physique classique ne sait pas gérer l'infini. C'est le signe que notre modèle est incomplet. Une singularité n'est probablement pas réelle au sens matériel, c'est plutôt le symptôme d'un effondrement des lois connues. Il manque une pièce au puzzle, une théorie qui unifie la relativité générale avec la mécanique quantique. Là, on comprendra la gravité quantique. Mais tout cela ne répond pas à la question qu'on se pose. Concernant la taille minimale, il faut savoir qu'en physique, l'échelle de Planck est un seuil fondamental en dessous duquel les effets quantiques de la gravité deviennent dominants. C'est une sorte de pixel de l'espace-temps. Quand on parle d'échelle de Planck, il y a 3 valeurs clés à connaître. La longueur de Planck, qui est d'environ 1,6 x 10 puissance moins 35 mètres, la masse de Planck, qui est d'environ 2,18 x 10 puissance moins 8 kg, et le temps de Planck, qui est d'environ 5,39 x 10 puissance moins 44 secondes. Il y aurait peut-être un trou noir de Planck qui aurait un rayon égal à la longueur de Planck. Il serait donc le plus petit trou noir théoriquement possible. Au-delà, on tombe dans un régime inconnu, où le concept même d'objet, de position ou même de temps pourrait ne plus avoir de sens. Ces micro-trous noirs pourraient être des reliques stables si le rayonnement de Hawking s'arrête à un certain seuil forcément, ou des objets quantiques purement transitoires, nés et évaporés en un clin d'œil. Ceci est un claquement de doigts et non un clin d'œil. Et concernant une taille maximale, peut-on avoir un trou noir infini? Sur le papier, rien n'interdit à un trou noir d'atteindre une masse, et donc une taille, arbitrairement grande. Si tu jettes suffisamment de matière dans un trou noir, il grandit, il n'y a pas de plafond intrinsèque. Mais quelques limites pratiques apparaissent du fait que plus un trou noir est grand, plus il lui faut de temps et de matière pour continuer à croître. C'est ce qu'on a vu, dans l'univers actuel, il devient statistiquement peu probable de créer des trous noirs au-delà de centaines de milliards de masses solaires. Bon, en tout cas, si tu es encore là, bien joué. On vient de parcourir une échelle de taille qui défie l'imagination, depuis les mini-trous noirs, plus petits qu'un atome, jusqu'aux monstres galactiques plus larges que le système solaire. Et pourtant, tous obéissent à la même loi fondamentale, celle de la gravitation extrême. Même si en apparence la question de la taille des trous noirs s'apparente à une vulgaire question de dimension, en réalité c'est un miroir de nos limites théoriques. Elle expose le conflit entre la relativité générale et la mécanique quantique, deux piliers de la physique qui ne s'assemblent toujours pas. Elle ouvre la porte à des objets encore non détectés, mais dont les effets pourraient se faire sentir. Et elle interroge sur les origines de l'univers lui-même, et sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, un territoire interdit à l'observation directe. Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Ils défient notre compréhension de la physique et recèlent des mystères que même les scientifiques les plus brillants peinent à percer. Parmi ces mystères se trouve l'entropie des trous noirs, un concept qui lie la thermodynamique, la mécanique quantique et la relativité générale. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'entropie des trous noirs, un sujet évidemment complexe qui va nécessiter de s'accrocher jusqu'au bout. Nous allons découvrir ce qu'est l'entropie, comment elle s'applique aux trous noirs et pourquoi cela est important pour la compréhension même de notre univers. Bon, avant de s'aventurer dans les méandres de la relativité générale et de la mécanique quantique, il est nécessaire de comprendre une notion complexe qui intervient surtout dans le cadre de la thermodynamique. L'entropie. Avant cela, quelques rappels ne font pas de mal. Tout d'abord, notion qui est cruciale de maîtriser pour comprendre cette vidéo, c'est le concept d'énergie. L'énergie est la capacité de réaliser un travail ou de produire un changement. Elle existe sous différentes formes que vous connaissez, telles que l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, l'énergie potentielle qui est l'énergie due à la position ou à la configuration, l'énergie thermique qui est l'énergie due à la température, l'énergie radiative, l'énergie chimique, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire,
etc. Vous avez compris. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre, selon le principe de conservation de l'énergie. Elle joue un rôle fondamental dans toutes les interactions physiques et les processus naturels. Ce concept fondamental est donc au cœur de la thermodynamique. Donc maintenant, parlons de la thermodynamique. La thermodynamique est la branche de la physique qui étudie les échanges d'énergie, notamment sous forme de chaleur, et les transformations de cette énergie dans les systèmes physiques. Elle se base sur des principes fondamentaux, appelés les lois de la thermodynamique, qui décrivent le comportement d'énergie dans différents processus, comme le transfert de chaleur, la conversion d'énergie et l'évolution des systèmes vers l'équilibre thermique. Nous allons un peu revenir sur tout ça après. La thermodynamique est essentielle pour comprendre les moteurs, les réfrigérateurs et même les processus biologiques et surtout, comme on va le voir dans cette vidéo, cosmiques. Bon, je me suis permis d'être rapide car normalement en cliquant sur un tel sujet de vidéo, vous êtes censé déjà connaître un peu ces notions. Sinon je vous encourage à les approfondir et j'espère que vous les avez bien assimilées jusqu'ici. Mais bon, à présent, voyons ce qu'est l'entropie. Quand on vous parle d'entropie, essayez d'assimiler cela au désordre. Le désordre est généralement plus facile à imaginer que l'ordre car avec le désordre on associe souvent l'abstrait. En fait, l'entropie est une mesure de l'ordre ou du désordre dans un système. Plus précisément, en thermodynamique, l'entropie quantifie le nombre de configurations microscopiques possibles dans un système qui correspondent à son état macroscopique observable. Plus il y a de désordre et plus l'entropie est élevée. Quand on n'a jamais entendu parler de cette notion, ça peut faire bizarre, donc voici quelques exemples concrets pour comprendre l'entropie. Imaginez un gaz dans une boîte. Si toutes les molécules du gaz sont d'un côté de la boîte, c'est un état très ordonné, avec une faible entropie. Si les molécules sont réparties uniformément dans toute la boîte, l'entropie est beaucoup plus élevée, car il y a beaucoup plus de façons de distribuer les molécules de manière uniforme. Pour faire une analogie, si vous prenez un paquet de cartes bien rangé, chaque carte a sa place. L'entropie est faible. Si vous mélangez les cartes de manière aléatoire, l'entropie augmente car il y a beaucoup plus de configurations possibles. Bon, maintenant vous vous demandez certainement quel est le foutu rapport avec les trous noirs. Et pour cela, soyons sûrs de savoir ce qu'est un trou noir. Avant de continuer, je voulais parler des 4 principaux types de trous noirs, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Le premier type est le trou noir de Schwarzschild. Les trous noirs sont les trous noirs les plus simples, donc quand on va voir quelques formules après, on utilisera ces trous noirs. Et ce sont les premiers à avoir été théorisés par Karl Schwarzschild en 1916. Ils sont caractérisés par une masse, m, et ils n'ont ni charge électrique, ni moment angulaire, on dit le spin. Leur métrique est donnée par la solution de Schwarzschild des équations de la relativité générale. Deuxième type, les trous noirs de Kerr. Ces trous noirs possèdent une masse, m, et un moment angulaire, j, découvert par Roy Kerr en 1963. Ils sont décrits par la métrique de Kerr. Les trous noirs de Kerr sont en rotation, contrairement aux trous noirs de Schwarzschild, et présentent des propriétés complexes, notamment une ergosphère, une région située en dehors de l'horizon des événements, où l'espace-temps est entraîné par la rotation du trou noir. Troisième type, les trous noirs de Reissner-Nordström. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Ces trous noirs sont caractérisés par une masse, m, et une charge électrique, Q. Ils sont décrits par la solution de Reissner-Nordström des équations de la relativité générale. La présence de la charge modifie la géométrie de l'horizon des événements et introduit un horizon interne supplémentaire. Enfin, quatrième type qui réunit tout, les trous noirs de Kerr-Newman, caractérisés par une masse, m, une charge Q et un moment angulaire, j. Ils sont décrits par la solution de Kerr-Newman. Les trous noirs possèdent toutes les caractéristiques des trous noirs de Kerr et de Reissner-Nordström, avec des effets gravitationnels, électromagnétiques et de rotation. Bon, voilà pour les types de trous noirs. Ça ne servait pas à grand chose, mais je voulais quand même en parler durant la deuxième vidéo qui traite le sujet trous noirs. Enfin, troisième en comptant la vidéo sur les trous de verre. En résumé, les trous noirs sont des régions incroyablement complexes et mystérieuses. Leur étude nous pousse à repenser nos notions de l'espace, du temps et de la gravité. Ils sont au cœur de nombreuses recherches en physique théorique et leur compréhension complète pourrait nécessiter une nouvelle révolution dans notre façon de voir l'univers tout entier. Pour continuer, on peut considérer les trous noirs comme des objets et non des régions, pour que ça soit plus intuitif. Et la surface du trou noir est la sphère formée à l'horizon des événements. Donc en fait c'est la représentation habituelle. Mais bon, en 1972, Jacob Bekenstein, un physicien théoricien, a suggéré que les trous noirs devraient avoir une entropie. Cela semblait étrange parce que comme nous l'avons vu, traditionnellement l'entropie est liée à des systèmes où l'on peut voir les micro-états, comme les molécules dans un gaz. Mais un trou noir est un objet où rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Comment un tel objet pourrait-il avoir une entropie ? Bekenstein a proposé que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements, à l'air, et non à son volume, comme tous les autres systèmes traditionnellement. Et cette idée était révolutionnaire, parce qu'elle liait la thermodynamique à la relativité générale d'Einstein. Pour comprendre la situation, l'entropie d'un trou noir, de manière intuitive, est une mesure de l'information ou du désordre associé à ce trou noir. Comme d'habitude, pensez à l'entropie comme une façon de quantifier combien de façons différentes les particules ou les éléments d'un système peuvent être arrangés, tout en ayant le même aspect général.
général. Pour un trou noir, donc, cette entropie est liée à la surface de son horizon des événements, et non au volume. Imaginons un trou noir comme un sac fermé où vous mettez des objets. Plus vous ajoutez d'objets, plus l'intérieur du sac devient désordonné. De même, plus un trou noir absorbe de matière, plus l'entropie, c'est-à-dire la mesure du désordre ou de l'information contenue dans le trou noir, augmente. Cette idée relie l'entropie du trou noir à sa taille, ou plus précisément à la surface de son horizon des événements, encore une fois. Un trou noir plus grand a une plus grande surface d'horizon des événements, donc une entropie plus élevée. Stephen Hawking a confirmé les idées de Bekenstein en 1974 en découvrant que les trous noirs émettent un rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement qui est un processus bien particulier puisqu'il fait intervenir le concept d'énergie du vide. J'ai réalisé une vidéo sur ce rayonnement si vous souhaitez. Le rayonnement de Hawking établit que les trous noirs ont une température et par conséquent on peut parler de thermodynamique avec les trous noirs. Et donc ils ont une entropie proportionnelle à l'aire de leur horizon des événements. Cette relation permet d'appliquer les lois de la thermodynamique aux trous noirs et démontre qu'ils ne sont pas des objets thermodynamiquement morts, mais des systèmes dynamiques avec des propriétés thermiques bien définies. Lorsque le trou noir émet un rayonnement de Hawking, il perd de la masse, ce qui conduit à une diminution de son aire d'horizon des événements. Donc oui, la taille d'un trou noir est directement liée à sa masse. Pour prendre l'exemple du trou noir le plus simple, avec lequel on va rester le reste de la vidéo, c'est le trou noir de Schwarzschild. C'est le trou noir de base dont on a parlé en premier, quand on a vu les différents types de trous noirs. Pour rappel, un trou noir de Schwarzschild est donc un trou noir sans charge et qui n'est pas en rotation, donc ça simplifie tout. Le rayon de Schwarzschild, ou le rayon d'un trou noir de Schwarzschild, noté RS, est égal à 2 multiplié par la constante gravitationnelle multiplié par la masse du trou noir sur c au carré, c étant la vitesse de la lumière dans le vide. Ainsi, nous voyons que le rayon d'un trou noir est directement proportionnel à la masse du trou noir. Et c'est ici que va différer la notion d'entropie pour des systèmes traditionnels avec la notion d'entropie des trous noirs. Car l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire du trou noir, alors qu'en thermodynamique, l'entropie est proportionnelle au volume du système. Je le répète encore. L'entropie d'un trou noir, notée S, est donnée par cette formule, qui est la formule de Bekenstein-Hawking. Dans cette formule, nous avons 4 constantes. La constante de Boltzmann, la constante de la vitesse de la lumière dans le vide, la constante gravitationnelle, qui est la constante de Newton, et la constante de Planck réduite. De plus, nous avons aussi l'aire du trou noir, et nous voyons ainsi que l'entropie du trou noir est directement proportionnelle à l'aire du trou noir. La constante de Planck réduite, qui est le sujet de la vidéo la plus populaire sur ma chaîne, est égale à la constante de Planck normale sur 2π. Ainsi, vous pouvez retrouver aussi cette formule. Vous pouvez aussi trouver une troisième formule qui fait intervenir la longueur de Planck, avec la longueur de Planck qui, comme d'habitude, est égale à la racine de la constante de Planck réduite fois la constante gravitationnelle sur c au cube. La longueur de Planck est un peu la frontière entre l'échelle quantique et l'échelle macroscopique, puisque c'est à partir de cette échelle que la gravitation classique cesse d'être valide et qu'on doit utiliser les lois de la mécanique quantique. Mais bon, on peut toujours essayer de trouver une autre formule pour l'entropie d'un trou noir. Et pour ça c'est simple étant donné que nous avons le rayon de Schwarzschild. C'est qu'on peut montrer que l'entropie est proportionnelle aussi à la masse du trou noir et pas forcément qu'à son aire. Ce qui fait que nous voyons que l'entropie du trou noir est proportionnelle au carré de la masse du trou noir. Plus un trou noir est grand, plus il est massif, plus l'entropie est élevée. Ça marche aussi dans les autres types de trous noirs que Schwarzschild, mais si j'avais pris rien que l'aire d'un trou noir de Kerr, ça aurait été un peu plus compliqué, parce qu'on considère qu'il a un moment angulaire, J. Avant de passer à la dernière partie, merci aux nouveaux tipeurs et à ceux qui ont fait des achats sur la boutique. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner. À présent, c'est bien beau de parler de l'entropie des trous noirs, mais quelle est l'importance de cette entropie dans le domaine de la cosmologie ? Premièrement, nous pouvons parler du lien entre la thermodynamique et la gravitation. Cela montre une profonde connexion entre la thermodynamique, qui décrit les propriétés des systèmes en termes d'énergie, de chaleur et d'entropie, et la gravitation, qui décrit la structure de l'espace-temps. Deuxièmement, l'entropie est surtout liée à l'information. Plus un système a d'entropie, plus il contient d'informations. Pour les trous noirs, ça soulève la question de ce qui arrive à l'information lorsque quelque chose tombe dans un trou noir. C'est un problème majeur en physique théorique connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs, qu'on a un peu traité d'ailleurs dans la vidéo sur le rayonnement de Hawking. Et troisièmement, la compréhension de l'entropie des trous noirs est un pas vers l'unification de la mécanique quantique et la relativité générale, deux piliers de la physique qui sont actuellement incompatibles dans certaines situations extrêmes, comme avec les singularités. Comprendre tous les mécanismes autour de l'entropie impliquerait que nous possédons une physique unifiant relativité générale et mécanique quantique, puisqu'elle répondrait aux problèmes posés par les deux. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance que peut avoir l'entropie des trous noirs dans le domaine de la cosmologie.
Parmi les contributions les plus significatives à la compréhension des trous noirs se trouve le travail de Stephen Hawking. En particulier sa découverte du phénomène désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Cette découverte a non seulement enrichi notre compréhension des trous noirs, mais également jeté un pont entre la mécanique quantique et la relativité générale, deux piliers de la physique moderne qui jusqu'alors semblaient inconciliables. Le rayonnement de Hawking est un phénomène assez complexe qui est impossible à comprendre si on n'a pas les connaissances requises sur les trous noirs et la théorie quantique des champs. Ainsi, nous allons nous intéresser à ces domaines avant de se lancer dans la compréhension du rayonnement de Hawking. Pour cela, le voyage scientifique vers la compréhension des trous noirs commence avec une hypothèse proposée par l'astronome anglais, qui est aussi géologue, aussi étrange cela soit, John Michell, en 1783. D'ailleurs, Pierre-Simon de Laplace a aussi fait partie des premiers à imaginer ce que Michell a imaginé. Donc Michell, cet anglais, envisageait l'existence d'étoiles sombres, des corps célestes si massifs que leur gravité empêcherait la lumière de s'échapper, rendant ces objets invisibles à l'œil nu. Cette idée, bien que très avant-gardiste, étant donné qu'on est carrément avant la Révolution française, est restée une curiosité théorique jusqu'à ce que la théorie de la relativité générale d'Einstein fournisse le cadre nécessaire pour conceptualiser et décrire mathématiquement les trous noirs. Quant à elle, la relativité générale, publiée en 1915 par Albert Einstein, a révolutionné notre compréhension de la gravitation. La relativité générale décrit la gravité non pas comme une force dans le sens newtonien, mais comme une courbure de l'espace-temps induite par la masse. Selon Einstein, la présence de masse ou d'énergie courbe l'espace-temps autour d'elle. Et cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. Plus un corps est massif et plus il courbe l'espace-temps, ce qui attire d'autres corps donc. Les solutions aux équations d'Einstein ont révélé que, sous certaines conditions, cette courbure pouvait devenir si extrême qu'elle conduirait à la formation d'un trou noir. Cependant, même Einstein était sceptique quant à l'existence physique de ces solutions extrêmes. Et ce scepticisme a persisté jusqu'à ce que Stephen Hawking, le plus grand cosmologiste de notre ère, mort en 2018 malheureusement, démontre dans les années 1970 que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs, mais peuvent émettre un rayonnement en raison des effets de la mécanique quantique près de l'horizon des événements d'un trou noir. On va revenir après sur ces concepts. On va voir que le rayonnement de Hawking, comme il est désormais connu, a révélé que les trous noirs pouvaient perdre de la masse au fil du temps et s'évaporer lentement si aucun autre matériau ne tombait en eux. Cette découverte a été stupéfiante parce qu'elle impliquait que les trous noirs ne sont pas éternels et qu'ils rayonnent de l'énergie défiant l'idée qu'ils sont des puits sans fond. Cette prédiction a donc non seulement changé notre compréhension des trous noirs, mais également marqué un tournant dans la physique théorique, en fournissant un terrain d'entente entre la théorie de la relativité générale, qui décrit l'univers à grande échelle, et la mécanique quantique qui gouverne le comportement des particules à l'échelle subatomique. L'importance du rayonnement de Hawking dépasse les frontières académiques de la physique théorique. Elle touche à des questions fondamentales sur l'origine de l'univers, la nature de l'information et le destin ultime des trous noirs. Dans cette exploration du rayonnement de Hawking, nous voyagerons à travers les complexités de la relativité générale, les mystères de la mécanique quantique et les frontières toujours en expansion de la cosmologie. Nous dévoilerons comment la découverte de Hawking a non seulement éclairé le comportement des trous noirs, mais également posé des questions profondes sur la nature même de la réalité. Pour continuer, il faut savoir que Stephen Hawking et Jacob Bekenstein ont montré que les trous noirs possèdent une température et une entropie, malgré leur apparence froide et sombre. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, ce qui lie directement la mécanique des trous noirs à la thermodynamique et ouvre de nouvelles voies pour comprendre le lien entre gravité et mécanique quantique peut-être. L'horizon des événements pourrait donc s'apparenter à la surface du trou noir. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, les trous noirs ne sont pas des objets. J'ai eu tort d'utiliser ce mot. L'horizon n'est qu'une frontière imaginaire. En réalité, les trous noirs sont des régions de l'espace-temps. Une région sphérique, une sorte de bulle. Et dès qu'on passe une certaine zone dans cette bulle, qui est l'horizon, la gravité est si intense que rien ne peut s'échapper. Mais malgré ça, un trou noir, ça peut rayonner. Quand un trou noir est entouré de matière, il rayonne. Et on peut le détecter depuis la Terre. Cependant, le rayonnement n'est qu'indirect. Il provient de la matière à l'extérieur du trou noir, et pas du trou noir lui-même. Et il est évident qu'un trou noir n'étant qu'une région, il serait insensé qu'il puisse rayonner. Enfin, c'est ce qu'on peut croire. La réalité peut parfois être très contre-intuitive. Il peut s'avérer que finalement les trous noirs ne sont pas si noirs.
Bon, après avoir survolé les points importants des trous noirs, plongeons à présent dans les méandres de la mécanique quantique. La mécanique quantique, avec sa capacité à décrire les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique, introduit le concept de champ quantique qui imprègne tout l'espace. L'approche classique d'une particule en mécanique quantique, c'est le fait de considérer une particule comme une entité qui possède des propriétés de particule et d'onde. Ça signifie qu'elle peut être décrite non seulement par sa position et sa vitesse, qu'on ne peut pas connaître avec une précision absolue à cause du principe d'incertitude d'Heisenberg, mais qu'elle peut aussi être décrite par une fonction d'onde. Pour le principe d'incertitude ou le principe d'indétermination, en gros ça dit que plus on connaît la vitesse d'une particule et moins on connaît sa position, et vice versa. Et pour ceux qui ne savent pas, la fonction d'onde décrit la probabilité de trouver la particule à différents endroits de l'espace. Les probabilités sont donc vraiment à la base de la mécanique quantique. Et dans ce cadre, notre approche classique, le champ fait souvent référence au potentiel dans lequel les particules évoluent. Donc exactement comme un champ électromagnétique ou gravitationnel. Mais nous allons nous intéresser au champ de la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs qui est une extension de la mécanique quantique. Donc on continue à parler de mécanique quantique quand nous sommes dans le cadre de la théorie quantique des champs. Mais alors, qu'est-ce qu'une particule dans cette théorie? Dans cette perspective plus fondamentale, les particules sont des excitations quantiques d'un champ sous-jacent. Chaque type de particule correspond à un type de champ quantique. Par exemple, les électrons sont associés au champ électronique, les photons au champ électromagnétique, etc. Dans ce cadre, une particule n'est pas considérée comme un objet individuel dans l'espace, mais plutôt comme une excitation locale, un quantum d'énergie dans le champ. En gros, si on veut visualiser une particule, c'est un pic dans le champ quantique. Donc voilà, nous allons chercher à comprendre le rayonnement de Hawking en ayant ces définitions dans un coin de la tête. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les champs quantiques, ils ne sont pas statiques. Même dans le vide complet, ils sont le siège de fluctuations constantes, générant et annihilant des paires de particules et d'antiparticules pour des instants extrêmement brefs. Un phénomène connu sous le nom de fluctuation quantique du vide, un phénomène que nous avons déjà traité dans les 2 dernières vidéos. Et nous avons aussi traité les antiparticules dans la vidéo sur l'antimatière. Mais bon, ces fluctuations semblent défier l'intuition classique, mais elles sont un élément fondamental de la réalité quantique, confirmé par de nombreuses expériences. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi s'intéresser aux paires de particules et d'antiparticules. En fait, à proximité d'un trou noir, l'intense champ gravitationnel affecte les fluctuations de manière significative. L'horizon des événements du trou noir agit comme une frontière qui perturbe le destin normal de ces paires de particules. Dans cette situation, le vide spatial doit être perçu comme le vide quantique donc. On ne le perçoit pas comme un vide absolu, mais plutôt comme une soupe de particules dites particules virtuelles. Alors, les particules virtuelles, dans la théorie quantique des champs, ce sont les particules qui apparaissent en paires, c'est ce qu'on a vu avant. L'une avec une énergie positive et l'autre avec une énergie négative. Et elles s'annulent mutuellement presque immédiatement. Comme leur nom l'indique, les particules virtuelles ne sont donc pas réelles. En fait, le vide en mécanique quantique est juste l'état dans lequel les ondes positives et négatives se compensent parfaitement. Les fluctuations du champ quantique sont toujours présentes donc, mais rien ne s'y propage. Pour qu'une particule soit réelle, il faut que son onde ne soit pas compensée, et donc puisse se propager. Et pour dire une vraie particule réelle, doit forcément avoir une énergie positive. Ça n'existe pas, une particule réelle avec une énergie négative. Et les particules virtuelles ne peuvent pas devenir réelles, et elles restent donc indétectables. Principalement parce que toute particule observable doit forcément posséder une énergie positive. Cependant, près d'un trou noir, l'extrême courbure de l'espace-temps modifie les règles. Les particules avec une énergie négative, qui normalement n'auraient aucune existence durable, peuvent acquérir une forme d'existence si elles sont absorbées par le trou noir. Quand une paire de ces particules virtuelles apparaît près de l'horizon des événements, il est possible que la particule à énergie négative tombe dans le trou noir, laissant son ami positif s'échapper dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Certains pourront se demander si les trous noirs sont des corps noirs. Eh bien oui, ils absorbent toutes les radiations qui les frappent et ils émettent un rayonnement thermique. Donc le rayonnement de Hawking est bien ce qu'on appelle un rayonnement thermique. Le spectre de ce rayonnement correspond parfaitement au spectre émis par un objet du fait de sa température. Et l'implication la plus surprenante de ce processus de rayonnement thermique est la perte de masse progressive qu'il engendre pour le trou noir.
À mesure que le trou noir émet du rayonnement, il perd de l'énergie et donc de la masse dans un processus qui, théoriquement, pourrait conduire à son évaporation complète. Avec le rayonnement de Hawking, on peut donc attribuer une température aux trous noirs, correspondant à l'énergie de leur rayonnement. Les gros trous noirs sont très froids, car au niveau de l'horizon, la courbure se fait très peu ressentir pour les gros trous noirs. Les gros trous noirs vont donc s'évaporer plus lentement, puisque les particules avec une énergie négative vont moins être absorbées. A contrario, plus un trou noir est petit, plus son rayonnement est énergétique, correspondant à une température élevée. C'est quand même surprenant, puisque d'ordinaire, quand un corps perd de l'énergie en rayonnant, sa température diminue. Alors que pour un trou noir, le fait de perdre de l'énergie le fait rétrécir, et sa température augmente. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier que les trous noirs ne sont que des régions, ce ne sont pas des corps à proprement parler. Les trous noirs ont donc une tendance naturelle à de plus en plus se réchauffer au fur et à mesure que leur évaporation s'accélère. Et la quantification du rayonnement de Hawking se fait à travers une des équations les plus connues de la physique, l'équation de la température de Hawking. C'est la première fois qu'une formule fait intervenir toutes les constantes de la physique moderne. Cela réunit la relativité, la physique quantique et la thermodynamique. On retrouve la constante de Boltzmann, la constante de la vitesse de la lumière dans le vide, la constante gravitationnelle, m c'est la masse du trou noir, et même la constante de Planck. J'ai aussi fait une vidéo sur cette constante pour ceux qui veulent. Bizarrement, c'est la vidéo la plus populaire sur ma chaîne. Pour le moment. Mais bon, l'équation de température de Hawking lie la température d'un trou noir à sa masse, sa charge et son moment angulaire. Cette relation révèle que plus un trou noir est massif, plus sa température est basse, et donc moins il émet de rayonnement. A l'inverse, un petit trou noir aurait une température plus élevée et s'évaporerait plus rapidement. C'est ce qu'on avait vu avant en fait. Mais bon, pour dire, l'évaporation des trous noirs introduit des questions fondamentales sur leur durée de vie et sur le destin de l'information qu'ils contiennent. La perte de masse d'un trou noir par rayonnement de Hawking est extrêmement lente pour les trous noirs de masse stellaire ou supérieure, mais pourrait être significativement plus rapide pour des trous noirs hypothétiques de masse plus faible, comme ceux qui pourraient avoir été formés un peu après le Big Bang. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que cela pose des problèmes par rapport au destin de l'information, c'est relativement simple. Habituellement en physique, quand nous avons un état final, il est possible en théorie de remonter en arrière jusqu'à l'état initial du système. Mais avec les trous noirs, c'est très perturbant car deux trous noirs parfaitement identiques peuvent en théorie se former à partir de deux étoiles totalement différentes. De plus, si les deux trous noirs venaient à s'évaporer, il ne resterait plus rien de ce qui s'est passé juste avant. Nous sommes face au paradoxe de l'information. Pour le moment, nous croyons que l'information capturée par le trou noir est perdue à jamais. Mais bon, peut-être qu'une fois le trou noir évaporé, il est possible que l'information reste figée à l'horizon des événements, ou est capturée puis ensuite emportée par le rayonnement de Hawking. Voire peut-être qu'un trou noir ne disparaît jamais totalement et peut-être qu'il laisserait derrière lui un résidu. Voire on pourrait peut-être aussi parler de trous blancs, mais là ça fait intervenir les trous de verre et il y a déjà une vidéo là-dessus. Peut-être si on parvenait à obtenir ces informations, qui sait, nous pourrions percer les secrets de notre cosmos. Bon, voilà pour le paradoxe de l'information. À présent, on peut continuer en parlant du fait que malgré l'importance révolutionnaire du rayonnement de Hawking, Stephen Hawking lui-même n'a jamais reçu de prix Nobel pour cette découverte. Les critères du comité Nobel pour l'attribution du prix en physique, et c'est pas bête en soi, ça exige une confirmation expérimentale des prédictions théoriques, ce qui dans le cadre du rayonnement de Hawking s'est avéré extrêmement difficile. Cependant, cela n'enlève rien à l'importance de la découverte, qui continue d'influencer profondément les domaines de la physique théorique, de la cosmologie et de la recherche sur les trous noirs. Mais bon, là vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le rayonnement de Hawking est si compliqué à prouver. En fait, la principale difficulté dans l'observation du rayonnement de Hawking réside dans sa faible intensité. Pour un trou noir de masse stellaire, la température associée au rayonnement de Hawking est inférieure à celle du fond diffus cosmologique, rendant son observation directe pratiquement impossible avec la technologie actuelle. De plus, la plupart des trous noirs que l'on connaît pèsent plusieurs milliards de tonnes car se sont formés à partir de l'effondrement d'étoiles massives. Le rayonnement de Hawking, comme on l'a vu, est extrêmement faible. Sa température ne dépasse pas quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, et il n'est composé que de particules sans masse comme les photons. Ça induit que le processus d'évaporation est négligeable. Alors je n'ai pas trouvé le nombre exact, mais en gros pour les voir s'évaporer, il faudrait plusieurs milliers de milliards et encore quelques milliards de fois l'âge de l'univers. Pas d'années, l'âge de l'univers. Et pour ajouter des difficultés, comme si ça ne suffisait pas, dans l'univers, nous l'avons vu plein de fois sur cette chaîne, il y a le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est un rayonnement électromagnétique résiduel provenant des premiers instants de l'univers, environ 380 000 ans après le Big Bang.
Ce rayonnement est extrêmement uniforme dans toutes les directions, mais comporte de très légères variations de température qui nous renseignent sur la distribution de la matière dans l'univers primitif. Ces variations ont servi de graines pour la formation des structures à grande échelle de l'univers, telles que les galaxies et les amas de galaxies. Le fond diffus cosmologique est donc une preuve clé en faveur du modèle du Big Bang et est étudié en détail pour les astrophysiciens pour comprendre les origines et l'évolution de l'univers. Mais bon, tout ça pour dire que l'univers étant rempli du fond diffus cosmologique, qui est un rayonnement, les trous noirs vont l'absorber pour finalement grossir. Le grossissement des trous noirs prend largement le dessus sur l'évaporation. Donc puisque les trous noirs grossissent, ils émettent moins de rayonnement de Hawking, donc c'est encore plus dur de les observer. Mais bon, puisque l'univers est en expansion accélérée, l'énergie du fond diffus cosmologique diminue au fur et à mesure. L'évaporation pourrait ainsi prendre le dessus. Mais pour ça, il faut attendre plusieurs centaines de milliards d'années. Donc autant le dire, à part si l'espèce humaine est devenue une espèce multiplanétaire d'ici là, on n'atteindra jamais cette époque. Bon, voilà pour les difficultés. Il y en a beaucoup, hein. Cependant, il faut savoir que des expériences de laboratoire tentent de simuler des conditions analogues à celles de l'horizon des événements des trous noirs, pour observer des phénomènes similaires au rayonnement de Hawking. Ces expériences, bien qu'indirectes, pourraient fournir des preuves tangibles de l'effet de Hawking. De plus, la recherche continue sur les mini-trous noirs primordiaux, qui, s'ils existent, pourraient offrir une meilleure chance d'observer le rayonnement de Hawking. Ces trous noirs, potentiellement créés dans les conditions extrêmes du Big Bang, seraient suffisamment petits pour que le rayonnement de Hawking soit significatif, conduisant potentiellement à leur évaporation observable dans l'univers actuel. Bon, à présent, vous vous demandez peut-être comment Stephen Hawking a fait pour découvrir le rayonnement de Hawking. Surtout quand on voit toutes les difficultés auxquelles il faisait face. Il faut rappeler qu'il était dans un contexte où la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique étaient inconciliables. Malgré cela, il restait possible pour lui d'étudier le comportement de particules quantiques dans un espace courbé, dans certaines conditions bien particulières. En fait, on doit imaginer l'espace-temps figé, sachant qu'en vrai il ne l'est pas du tout. Il suffisait de négliger le fait que les particules devraient influencer sa courbure. Et c'est en faisant ça et un calcul astucieux dans cette situation qu'en 1974, Stephen Hawking découvre le rayonnement de Hawking. Il a publié son papier dans Nature avec pour titre Black Hole Explosions. Nice. Dans ce papier et dans d'autres qui ont suivi, il a tenté d'unir la mécanique quantique et la relativité générale pour montrer que les trous noirs ne sont finalement pas si noirs que ça. Pour bien appréhender les ondes gravitationnelles, il est essentiel de comprendre qu'elles découlent de la théorie de la relativité générale proposée par Einstein en 1915. Cette théorie a révolutionné notre compréhension de la gravité en décrivant cette force non pas comme une attraction entre deux masses, mais comme une courbure de l'espace-temps provoquée par des objets massifs. Les ondes gravitationnelles sont des perturbations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, semblables à des ondulations sur la surface d'un lac après y avoir jeté une pierre. Bien que cette idée ait été longtemps théorique, les progrès technologiques du XXIe siècle ont permis de les détecter directement, confirmant ainsi l'une des dernières grandes prédictions d'Einstein. Les ondes gravitationnelles sont générées par des événements d'une intensité cosmique rare et extrême. Ces événements incluent par exemple la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons, des objets incroyablement denses et massifs qui, en interagissant, émettent des ondes gravitationnelles détectables à travers l'univers. Lorsque ces objets accélèrent ou modifient leur forme sous l'effet de forces gravitationnelles titanesques, ils perturbent l'espace-temps, produisant des ondes gravitationnelles. Juste pour rappel, une onde ne transporte pas de la matière, mais de l'énergie. C'est simplement une propagation de perturbations dans un milieu. Et les ondes gravitationnelles véhiculent avec elles des informations cruciales sur l'événement qui les a générées, comme la masse, la distance et la dynamique des objets impliqués. Outre les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons, d'autres événements cosmiques pourraient générer des ondes gravitationnelles. Les supernovae, explosions gigantesques marquant la fin de vie d'une étoile massive, peuvent également produire des ondes gravitationnelles lorsqu'elles libèrent une quantité phénoménale d'énergie. De plus, les systèmes de pulsars binaires, des étoiles à neutrons en orbite rapide l'une autour de l'autre, constituent une autre source potentielle. Ces objets, dont la densité est équivalente à celle d'un noyau atomique compacté en une sphère de quelques kilomètres de diamètre, émettent des ondes gravitationnelles à chaque rotation ou collision. Cela pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la physique des étoiles à neutrons et la matière ultra dense. Tout cela montre que les systèmes avec des masses très disparates rayonnent moins efficacement de l'énergie par onde gravitationnelle que les systèmes où les masses sont similaires.
À mesure que les objets se rapprochent et accélèrent, la puissance des ondes gravitationnelles augmente, ce qui se traduit par une augmentation de l'amplitude et de la fréquence du signal détecté. Ces signaux suivent souvent un schéma caractéristique, appelé en anglais Shaped Gravitational, qui est une augmentation de la fréquence et de l'amplitude jusqu'à la fusion. Ce signal provient du détecteur LIGO et on le retrouve sur la chaîne de l'université de Georgia Tech. Alors, pour détecter ces ondes si faibles, des instruments d'une précision incroyable ont été développés. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe utilisent des interféromètres laser extrêmement sensibles. Ces dispositifs permettent de mesurer les infimes perturbations de l'espace-temps causées par le passage des ondes gravitationnelles. Un interféromètre se compose de deux longs bras perpendiculaires dans lesquels un faisceau laser est partagé et envoyé le long des deux trajets. À l'extrémité de chaque bras, les faisceaux laser sont réfléchis par des miroirs suspendus et renvoyés vers le point de départ. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse l'instrument, elle modifie très légèrement la distance entre ces miroirs, provoquant des variations dans le temps de trajet des faisceaux laser. Ces variations, bien que minuscules, de l'ordre de la taille d'un proton, peuvent être détectées grâce à la sensibilité extrême des instruments. Ce procédé permet aux scientifiques de voir les ondulations de l'espace-temps provoquées par les événements cosmiques. La première détection réussie d'ondes gravitationnelles a été annoncée en septembre 2015 par la collaboration LIGO. Ce signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Cet événement a confirmé l'existence de trous noirs binaires et a marqué la première observation directe des ondes gravitationnelles. Le signal, qui a duré une fraction de seconde, est apparu sous la forme d'une ondulation caractéristique dans les données, confirmant les prédictions d'Einstein faites un siècle plus tôt. La découverte des ondes gravitationnelles a eu un impact considérable. En confirmant une prédiction clé de la relativité générale, elle a ouvert une nouvelle ère d'observation de l'univers. Contrairement aux observations traditionnelles qui s'appuient sur les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible, les rayons X ou les ondes radio, les ondes gravitationnelles permettent de sonder directement les interactions gravitationnelles dans l'univers. Cela donne aux astronomes un tout nouveau moyen d'étudier des objets et des événements jusqu'alors inaccessibles. Depuis cette première détection, les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté des dizaines d'autres événements, principalement des fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Chaque nouvelle détection apporte des informations supplémentaires sur la dynamique de ces objets extrêmes, mais aussi sur des aspects fondamentaux de la physique. Alors, la détection des ondes gravitationnelles n'est pas une tâche facile. Les signaux sont extrêmement faibles et doivent être distingués du bruit ambiant, c'est-à-dire des perturbations provenant d'autres sources comme les mouvements terrestres, les vibrations des machines ou même le passage de véhicules à proximité. Pour cette raison, les interféromètres sont situés dans des endroits isolés et les scientifiques utilisent des techniques sophistiquées pour réduire au maximum ces interférences. Malgré ces défis, les améliorations continues des instruments et des méthodes de détection ont permis de rendre les observations plus fréquentes et plus précises. L'avenir de la recherche sur les ondes gravitationnelles est extrêmement prometteur. De nouveaux détecteurs plus sensibles et capables de capter des signaux plus faibles ou provenant de sources plus éloignées sont en cours de développement. Des projets comme LISA, une collaboration internationale visant à déployer un interféromètre spatial, permettront de détecter des ondes gravitationnelles de fréquences plus basses, émises par des événements tels que la fusion de trous noirs supermassifs au centre des galaxies elles-mêmes. Les efforts pour détecter les ondes gravitationnelles sont également renforcés par la coopération internationale. Des collaborations futures entre les détecteurs LIGO, Virgo et le futur détecteur japonais KAGRA, ainsi que d'autres projets en cours, permettront d'améliorer la couverture de l'univers observable et de croiser les données pour plus de précision. Cette approche globale accroît les chances de détecter des événements encore plus rares et exotiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'astronomie gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles ne sont pas seulement un outil pour observer les événements cosmiques extrêmes, elles offrent également une opportunité unique d'étudier des phénomènes physiques encore mal compris. Par exemple, en étudiant les ondes gravitationnelles, les scientifiques espèrent tester les limites de la relativité générale dans des conditions extrêmes, telles que celles qui règnent près de trous noirs en fusion. De plus, elles pourraient aider à résoudre certains mystères de l'univers, comme la nature de la matière noire et de l'énergie noire, ou encore fournir des indices sur les tout premiers instants après le Big Bang. En seulement quelques années, la détection des ondes gravitationnelles a révolutionné notre compréhension de l'univers. Grâce à des instruments d'une précision incroyable et à des collaborations scientifiques internationales, nous avons pu observer des événements cosmiques jusque-là invisibles. Cette nouvelle ère de l'astronomie ne fait que commencer. Les futures découvertes promettent de repousser encore plus loin les frontières de notre connaissance. Les ondes gravitationnelles nous offrent une fenêtre unique sur les forces les plus puissantes de l'univers, et leur étude est appelée à transformer la manière dont nous concevons l'espace, le temps et la gravité elle-même.